Oui, j'ai voulu faire une exposition sur la country music parce que j'ai entendu beaucoup de bêtises sur ce genre musical. Donc j'ai voulu rappeler ce que c'était, dans quel contexte ça existait. Il faut savoir que les États-Unis existent, mais avant ça, il y a eu des peuples qui sont arrivés, et notamment à partir du Mayflower jusqu'à nos jours, il y a eu des vagues d'émigration et qui ont construit, et ces immigrés sont arrivés avec leur culture et ont construit une musique. Les premiers à arriver, ça a été les Irlandais et les Écossais qui étaient chassés d'Angleterre et sont venus travailler dans le sud-est des États-Unis, dans les plantations. À partir de là, vu les conditions de travail qu'ils avaient, ils se sont réfugiés, se sont révoltés, se sont réfugiés dans les montagnes les plus proches, dans les Appalaches. Et là, ils ont vécu pratiquement en autarcie pendant un siècle et demi. À partir de la guerre de sécession, on a découvert du minerai, du charbon, de l'or, du nickel, du fer dans ces montagnes. Et là, il y a eu une main-d'œuvre importante qui est arrivée de l'Europe pour exploiter ces gisements. Et il y a eu un mélange de population avec les immigrés d'Europe, les Anglais, les Irlandais et aussi les Noirs américains, les Noirs qui n'étaient plus esclaves après la guerre de sécession. Donc, après la guerre de sécession, quand on a découvert, quand on a exploité ce qu'il y avait dans la montagne, les différentes cultures se sont mélangées et sont arrivées avec leurs instruments de musique. Et les Italiens, par exemple, sont arrivés avec la mandoline, les Allemands sont arrivés avec l'accordéon. On a aussi le banjo qui était à l'origine un instrument qui arrivait d'Afrique, qui a été transformé pour être banjo, mais à l'époque c'était le banjar. La guitare, qui est l'emblème de la musique country et du rock and roll, en fait n'est arrivée qu'à la fin du 19e siècle, en venant du Mexique. C'est les vaqueros mexicains qui l'ont apporté et ça s'est développé. En fait, il y avait très peu de magasins qui vendaient cet instrument. Il a été vendu beaucoup par correspondance. Et c'est devenu un instrument populaire chez les musiciens américains. Après la Première Guerre mondiale, les premiers postes de TSF, la radio, c'est quelque chose qui se développe énormément. On sait que à partir de 1922, il y a déjà 500 stations de radio dans le sud des États-Unis. Et des théâtres ambulants, les tent shows, circulent à travers le pays pour faire du spectacle avec des jongleurs. En fait, c'est des cirques et il y a une attraction qui est des chanteurs de country. Les chanteurs de country sont là pour faire le spectacle. À Nashville, à l'origine, Nashville, c'est une petite ville. En fait, il y a beaucoup de musiciens dans ce secteur-là parce que dans les Appalaches, il y avait quand même beaucoup de musiciens. Et Nashville est devenu rapidement un lieu où les musiciens se rencontraient. Au début du XXe siècle, il y avait une convention d'une semaine qui rassemblait les meilleurs musiciens de la région et il y avait un concours pour être le meilleur des solistes ou le meilleur des orchestres à cordes. En 1930, il y a la crise économique et le Dust Bowl, c'est les tempêtes de poussière qui met les chômeurs des villes et les sinistrés des campagnes sur les routes pour trouver du boulot ailleurs que dans le centre des États-Unis. Et le meilleur endroit, c'est la Californie, où il y a des plantations importantes de fruits, et aussi le Texas avec les puits de pétrole. Et les puits de pétrole amènent de nouveau une migration à l'intérieur et les gens se mélangent et vont faire une nouvelle musique qui s'appellera le western swing. Alors évidemment, Hollywood n'est pas en reste et récupère la musique country puisque quand les films sont devenus parlants, les chanteurs de country ont été très appréciés puisque c'était une musique très populaire qui était bien vendue. C'était un bon marché, je dirais, aux États-Unis. Et Hollywood
à récupérer ces artistes-là pour leur faire des films. Alors, aujourd'hui, on voit des cow-boys fringants, et c'est vraiment à cette époque-là qu'on voit des cow-boys qui n'en sont pas vraiment, mais qui sont des musiciens surtout. Au moment de la dépression et de la crise économique, les orchestres qui font le western chantant ou le western swing sont des orchestres, des formations importantes où il y a beaucoup de musiciens. Mais l'entretien de ces orchestres, ça coûte très cher. Donc, il y a des petites formations de 3, 4, 5 musiciens qui existent et qui jouent dans les bars. Et les bars, c'est souvent les honky-tonk. Alors, les honky-tonk, c'est des bars plutôt malfamés, des bordels, voilà, des gens, là, les gens se retrouvent, s'engueulent, draguent, il y a des prostituées qui sont là, et souvent, il y a des bagarres. Et pour que les musiciens se fassent entendre, il y a un instrument qui arrive et qui est bienvenu, c'est la guitare électrique. La guitare électrique amplifiée avec la pédale steel, et c'est de là, dans les honky-tonk, qu'arrive cette musique. Alors le honky-tonk, c'est aussi une façon de s'exprimer, une façon de dire les choses, et les chansons, les paroles des chansons sont plus dans la vie courante. On parle du divorce, on parle du travail en usine, on parle de la pénibilité, et ça c'est assez nouveau dans les textes des chansons. Et puis survient, au début des années 40, en 41, Pearl Harbor, où la marine américaine est détruite par les Japonais et la guerre est déclenchée. Et l'armée américaine, l'État américain est obligé de reconstruire une partie de son armement et fabrique dans des grands chantiers navals en Californie, à Los Angeles, des bateaux pour reconstruire sa force de frappe. Et là, il y a une nouvelle émigration, il y a des nouveaux musiciens, des gens, une nouvelle main-d'œuvre qui arrive en Californie, et des musiciens suivent aussi. Et là, on a un country boogie qui se développe en Californie. Toujours en suivant pendant la guerre, puisque les jeunes hommes étaient partis sur le front, c'est les femmes qui ont pris le relais pour fabriquer, pour travailler dans les usines et fabriquer l'armement. Et de là, il y a eu un courant de chanteuses de country qui ont chanté des chansons féministes et qui défendaient la condition des femmes. Et ça, c'est assez particulier. Et notamment, Kitty Wells a été la pionnière, le fer de lance de ce courant-là. Dans cette même période des années 40, alors que la country devient une musique très commerciale, il y a beaucoup de choses du musical qui arrivent dans la country. On fait des spectacles plus que de la musique de concert. Il y a des gens qui ne veulent pas marcher dans la combine, notamment Bill Monroe, qui est un joueur de mandoline, qui joue avec son frère. Et il ne veut pas céder au marché, et lui veut rester dans l'authenticité, veut une musique authentique et acoustique. Et c'est pour ça qu'il développera une musique qui s'appellera plus tard le bluegrass, et qui est une musique jouée à l'origine avec une mandoline, une guitare, une contrebasse, et plus tard on a eu le banjo et le dobro. Mais c'est resté une musique très acoustique. Alors, après la guerre, quand la guerre a fini, quand la guerre s'est terminée, les jeunes qui reviennent, quand ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu, la guerre du Pacifique, le débarquement de Normandie, la bataille des Ardennes, et ce qu'ils ont vu dans les camps d'extermination nazis, les jeunes qui reviennent, qui ont la chance de revenir, ont la fureur de vivre, ils veulent profiter de la vie. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent plus de la musique de leurs parents, et ils veulent une musique beaucoup plus rythmée, et c'est comme ça que naîtra le rock'n'roll. Alors quand on dit que le rock'n'roll vient de la country, les gens qui ne connaissent pas évidemment disent c'est pas vrai. Pourtant, si la country n'avait pas existé, Elvis Presley lui-même n'aurait jamais existé parce que c'était au départ un chanteur de country. Donc on en arrive rapidement maintenant à nos jours, puisque le rock'n'roll dans les années fin 50, début 60 prend le relais, triomphe vraiment, et la country, elle, est sur son déclin. Et à Nashville,
il y a les producteurs, et notamment Chet Atkins, qui est un guitariste, un grand guitariste de country, organise à Nashville un marché, essaye d'impulser quelque chose de nouveau avec un son différent, très commercial, de façon à gagner de l'argent et à construire des studios d'enregistrement de grande qualité pour attirer un maximum de musiciens du monde entier. Et notamment, on sait qu'il y a des chanteurs français tels que Johnny Hallyday, Eddie Mitchell ou bien d'autres sont allés enregistrer à Nashville parce que c'était d'une part le lieu mythique de la musique country. Et aussi, donc, il y a eu, si Nashville a réagi, il y a eu aussi aux États-Unis des gens qui ne voulaient pas se résoudre au marché, que leur musique devienne commerciale. Et notamment, on a eu au Texas un courant qui s'est appelé les Outlaws, mené par Willie Nelson, avec un courant avec d'autres musiciens, ont inventé une nouvelle musique. Il y a eu aussi la chanson contestataire dans les années 60 avec Bob Dylan ou John Baez, qui était un peu différent, qui est plus du folk, mais qui est quand même une variante de la country music. Donc aujourd'hui, en France, on a des gens, comme je disais tout à l'heure, comme Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell, qui défendent cette musique-là, mais il y a aussi plein de jeunes groupes de jeunes et des festivals, comme on voit ici, qui développent, qui font connaître cette musique-là, et c'est bien. Et voilà, donc moi j'ai voulu montrer, peut-être qu'il y a quelque chose en nous de Tennessee, comme je le mets ici, parce que franchement, si ça nous touche, c'est parce qu'il y a eu tellement de mélange pour fabriquer cette musique-là, qu'il y a certainement une part de nous dedans, et c'est pour ça que ça nous touche. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci.